L'inquiétude des 33 employés de Morines au Marin. Ils redoutent la fermeture de la société de location de bateaux. La direction locale tente de les apaiser. Et de 4, le lycée professionnel Batelière, une nouvelle fois cambriolé. C'est le 4e vol en 3 mois. Les ordinateurs tout neufs ont été emportés. La piste d'une complicité interne n'est pas exclue. Ils étaient presque des enfants quand ils ont tué. Le procès de 3 adolescents s'est ouvert à Pavilly. L'an passé, ils ont tué une épicière. Ils avaient moins de 15 ans. Un nouveau géant de la finance vient de naître, SG Paribas, du mariage entre la Société Générale et Paribas. Le nouveau groupe bancaire pèse 100 milliards de francs. Il est le premier de France. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi ATV pour notre page d'information locale, nationale et internationale. Ils avaient 13, 14 et 15 ans, 3 jeunes adolescents, probablement pas nés tueurs, mais qui le sont devenus l'année passée en assassinant une épicière de Pavilly, c'est près de Rouen. Leur procès s'est ouvert ce matin, à huis clos. Le reportage de Lise Romboudoul. Tous 3 sont retournés au quartier des mineurs de la prison de Rouen, où ils sont écroués depuis le drame. À Vénissieux, près de Lyon, 6 pompiers ont été blessés hier lors d'une explosion, de véhicules alimentés au GPL. Un des hommes a dû être amputé d'une jambe. Le maire de Vénissieux réclame que l'incendie de voiture puisse être jugé comme un crime. Les explications de Christophe Luisine. Intervention et les dangers du GPL. Et à propos de cette polémique sur l'utilisation du GPL, une réglementation est en cours d'élaboration au niveau européen, mais le constructeur automobile Volvo a décidé d'anticiper de retirer de la vente 400 véhicules. Reportage de Carole Vigne. Un réservoir GPL dépourvu de soupape de sécurité. Avant de passer à l'information chez nous, je vous rappelle les titres principaux de nos actualités internationales et nationales. L'ancien ministre de la Santé, Claude Évin, dans la tourmente de l'affaire du sang contaminé, à 6 jours de la comparution devant la Cour de justice de la République de Laurent Fabius, Georgina Dufoy et aussi Edmond Hervé. Claude Évin est lui aussi la cible d'une plainte. Et puis 4 mineurs ont avoué avoir provoqué dimanche à Vénissieux l'incendie d'un véhicule alimenté au GPL. Un incendie qui avait fait 6 blessés, 6 pompiers, dont l'un a dû être amputé d'une jambe. Restez avec nous pour d'autres informations locales cette fois. Les 35 heures avancent à la Martinique. Un accord a été signé entre la direction de Centre-Auto et le syndicat CSTM. Les explications avec ce reportage de Patrick Jean-Pierre. À Centre-Auto, direction et personnel affiliés au syndicat CSTM semblent en effet assez satisfaits de cet accord sur la réduction du temps de travail. La grève qui avait secoué l'entreprise en 1997 a quelque part tout déclenché. En marge du sommet de Rambouillet sur le Kosovo, une importante manifestation a eu lieu aujourd'hui devant le château qui abrite depuis une semaine déjà les discussions entre Serbes et Albanais. Bien, les Albanais, par milliers, ont réclamé l'indépendance du Kosovo. Reportage de Régis Foucault. Ils étaient plusieurs centaines de Serbes hier sur cette place. Ils étaient plusieurs. 3 civils irakiens ont été tués et plusieurs autres blessés dans des bombardements qui ont eu lieu dans la zone d'exclusion aérienne dans le sud de l'Irak. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui l'agence officielle INA. En France, Philippe Séguin a été officiellement désigné pour conduire la liste RPR Démocratie libérale aux prochaines élections européennes de jeu. À droite, l'alliance n'est peut-être plus qu'un mot. Le reportage de François Hugues. Eh bien, Monsieur le Président... Le carnaval nous ferait presque oublier qu'aujourd'hui c'est le 14 février, jour des amoureux et du premier d'entre eux, Valentin. La tradition a été respectée et le business a fonctionné. On retrouve Claude Aguin. Saint-Valentin rassemble tous les amoureux du monde. Pour les plus timides... Le centre de soins et de réinsertion de la Martinique de l'hôpital Clarac a été créé en juillet 1996. Il accueille des personnes dépendantes d'un ou de plusieurs produits, le crack, le tabac ou encore l'alcool. Le centre les aide à rompre cette dépendance. Le reportage de Patrick Jean-Pierre. Une certaine étrangeté ne déplaît pas. Il faut rester calme quand on regarde les défilés de haute couture. C'est la fin de notre page internationale et nationale. Je vous rappelle les titres principaux. Boris Eltsine, une nouvelle fois hospitalisé. Le président russe
souffre cette fois d'un ulcère à l'estomac, aigu et sanglant selon la terminologie officielle. Elle n'a pas repris le travail depuis les fêtes de fin d'année. Et puis c'est réussi pour Mike Tyson, le boxeur américain a battu le Sud-Africain François Botha par KO à la 5e reprise. Ça s'est passé à Las Vegas hier soir. Restez avec nous pour d'autres informations. On revient à la Martinique. Bonsoir à vous qui nous rejoignez pour notre page d'information locale, une page d'information locale dominée par le sport, et nous recevons dans quelques instants Lionel Montmariette qui nous aidera à y voir un peu plus clair dans toute cette actualité sportive. Un accident de la circulation a fait un mort sur la route de Châteauboeuf, un jeune homme de 18 ans originaire de Trénel. Il était passager d'une moto qui est entré en collision avec un scooter. Les faits se sont produits à 1h du matin aujourd'hui. Le bilan est de 1 mort donc, et d'un blessé grave. Direction Le Robert maintenant, où se tenait ce matin l'Assemblée générale de l'ASOPAMAR, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, a tiré le bilan des actions menées en 1998. Le reportage de Philippe Lagier. Les attaques répétées en... Vous êtes donc tibétain, vous êtes moine bouddhiste et vous êtes installé en France depuis 1975. Le bouddhisme repose sur la méditation et sur l'éveil. Qu'est-ce que ça signifie l'éveil? Actually, l'éveil meaning is clear of mind. La signification de l'éveil veut dire en fait clarifier son esprit. In order to clear mind, we use method meditation. Pour clarifier notre esprit, nous utilisons l'outil de la méditation. Actually, it's we using mind able to understanding how to use presence. En fait, tout cela veut dire que l'on essaie de clarifier son esprit pour être plus présent et utiliser son esprit à plus de capacité. Et la présence, instant par instant, permet la clarté de l'esprit. Est-ce que la méditation ou l'approche bouddhiste est accessible à tout le monde? On a l'impression que les moines bouddhistes sont presque des surhommes. Yes, actually, meditation is using everybody. I mean, toute personne peut pratiquer la méditation en fait. Possibility, or not only Buddhist monk actually. Pas seulement. La société Shell condamnée à payer 1 179 000 francs à Rudy Rémion, le gérant de la station de Sainte-Thérèse. Le tribunal a admis que le contrat passé entre les deux parties l'était pour 3 années à compter d'octobre 1996. Le reportage de Patrick Jean-Pierre. L'enquête sur le Crédit martiniquais se poursuit. Laurent Fabre a été entendu dans les locaux du SRPJ ce matin. Dans le cadre de cette enquête, donc, il a été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux. Il est reparti libre des locaux du SRPJ à Didier. Les auditions donc se poursuivent dans cette affaire du Martiniquais. Les faits n'ont pas été ébruités, mais il s'agit bel et bien d'un vol et d'un coup dur pour la Sahara. La société de raffinerie des Antilles a été victime d'un employé indélicat à son dépôt de Jarry en Guadeloupe. En octobre dernier, les douaniers ont arrêté un camion de carburant sans papier, un camion de 18 000 litres. Le fraudeur avait également tenté d'effacer toute trace informatique de ce détournement. Et à la suite du conflit de la banane, la coordination des entreprises et travailleurs indépendants réclame des aides. Une délégation a été reçue ce matin durant 5 heures à la préfecture par des représentants de la sécurité sociale, du trésorier payeur général, de la préfecture et de la DRIS. Dans l'attente de décisions ministérielles et notamment d'allègements fiscaux, la coordination juge la rencontre plutôt satisfaisante. On écoute M. Jackie Nayaradou, membre de cette coordination. Le but de cette réunion était donc, après ces conflits que viennent de subir les entreprises... La fin de notre édition. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec les nouvelles du temps. Juste après, à l'affiche, et puis le film de la soirée, Stargate, à 20h. Droit de cité, présenté par Patrick Chénaud, le magazine de la rédaction de la TV. Ce soir, Patrick Chénaud interroge Myriam Joly. On parlera beaucoup de parité et du rôle et du poids des femmes dans notre société. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez demain Audrey Pulvar à partir de 19h pour d'autres informations. Bonne nuit et à bientôt.
Cannabis, cocaïne, crack, 3C qui aujourd'hui se conjuguent avec toxicomanie et délinquance. Sur les 527 détenus de la prison du COS, 116 le sont pour infraction à la législation des stupéfiants. La Martinique est un marché et une plaque tournante. Ce soir-là, les policiers de la section d'intervention du commissariat du Lamentin s'apprêtent à faire une descente de grosse envergure. C'est le cas une fois par mois. C'est ici, on vient contrôler les individus qui sont là et là. Une trentaine d'agents est mobilisée sur la soixantaine que compte le commissariat. 9 voitures sont de sortie. Les 2 chiens de la brigade canine complètent l'opération. Tout d'abord, on va se rendre sur un lieu de deal réputé qu'on a repéré dans la semaine. Et puis ensuite, on va opérer une opération de contrôle d'identité sans objectif particulier. Des lieux de deal réputés, il y en a quelques-uns à la Martinique. Dillon, Corridon, Rive-Droite, Terre-Saint-Ville, Rivière-Salée par exemple. Et pour le Lamentin, Bas-Mission, Vieux-Pont, Four-à-Chaud. Ces 3 quartiers constituent les objectifs de la mission de ce soir. Ce qui rend difficile notre action, d'une part, c'est un petit peu il y a plusieurs facteurs, mais disons le plus difficile, c'est l'importance du phénomène à la Martinique, qui nous oblige à être un peu sur tous les fronts, et puis d'autre part, le fait que le terrain est assez difficile à pratiquer, comme vous allez peut-être le voir tout à l'heure. Il y a beaucoup de zones qui ne sont pas véritablement urbanisées et qui sont des terrains un peu privilégiés pour les délinquants. Mais à force de vous voir, j'imagine que les dealers qui sont sur place, ils finissent par connaître tous les policiers, non ? Disons que c'est vrai que pour la réalisation du flagrant délit, ça peut être une difficulté. Cela étant, ce n'est pas uniquement le seul type de répression qu'on peut mener. On peut mener des actions sur des enquêtes plus souterraines et donc l'action de voie publique n'est plus primordiale à ce moment-là. Donc c'est à nous de concilier un petit peu les 2 types d'actions. Parce que le flagrant délit, c'est un peu au petit bonheur la chance. Début de l'opération. Oui, c'était ça pour savoir si le début de l'opération. Effectif, nous sommes prêts pour le début de l'opération. Le premier objectif, Bas-Mission, ne donne rien. Les jeunes présents, nullement impressionnés, se prêtent aux fouilles. Hier soir, tu étais là quand les flics sont venus? Si. Non, je suis arrivé après, parce que j'avais dit à ça, c'est ça. Mais les policiers viennent assez régulièrement ici? Oui, plutôt le jeudi. Hier soir, j'ai vu ça. Et la veille, il y avait une bagnole qui avait une 309 qui avait 3 mecs qui tournaient dedans, qui ne descendaient pas du tout. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est toujours, ça c'est toujours la peine d'une grosse descente, de chien et tout et tout. Parce que les 3 mecs qui tournent comme ça, ils sont en train de visionner par où ils vont descendre, par où ils vont faire ceci, cela. Ça, je connais. Ça fait tout longtemps que je suis dans la rue. Aujourd'hui, vous connaissez tout ça? Pardon? Aujourd'hui, vous connaissez tout ça? Ouais. Et il y a les mecs qui en connaissent en gros, là, plus gros que moi, ils ne savent pas ça. Il y a des têtes de pont, mais malheureusement, nous n'avons pas la chance de toucher aux têtes de pont. Nous avons contact plus spécialement avec les consommateurs qui, en remontant la filière, il nous arrive quelquefois de toucher les têtes de pont. Mais pourquoi c'est si compliqué? Ben, c'est si compliqué parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, les intermédiaires dans la chaîne, à un certain niveau de la chaîne, ne dénoncent pas leurs comparses parce qu'il ne faut pas non plus nier que c'est un marché qui est lucratif. Cette petite boulette de crack vaut 300 francs. Les 6 policiers de la brigade des stupes font eux aussi l'expérience des difficultés du terrain. Leur but, traquer les réseaux d'importation et de distribution de la drogue, crack, herbe. Un travail de longue haleine pour un trafic de fourmis. Un réseau, si on peut comparer ça en termes, disons, péjoratifs, à une espèce de chaîne de distribution. Vous avez les produits... En dépit des difficultés, les services de police ont enregistré au cours des dernières années des résultats encourageants. Pour le seul premier semestre 97, 3,5 kg de crack, plus de 15 kg de cannabis ont été saisis. L'activité de la brigade des stupéfiants a permis l'interpellation de 20 personnes pour trafic, 32 pour usage et revente, 122 pour consommation. On va faire une surveillance du canal de Sainte-Lucie. On va donc décoller sortie par le diamant et ensuite identification de tous les objectifs, bâtiment, surveillance des yolles de pêche,
ainsi que de tout le trafic plaisance. Ces deux Cessna sont un peu pour la douane, l'œil qui cherche et qui quelquefois trouve. En détection, on a un radar et on a une recherche à vue. Donc sur les détections radar, donc on fait des approches radar et ensuite identification donc à vue, donc avec des descentes jusqu'à 50 pieds, ça fait à peu près dans les 17-18 mètres, pour identifier, c'est-à-dire nominalement, hein, on cherche à avoir le nom de tout ce que l'on voit afin de pouvoir transmettre au PC opération et enrichir le renseignement que l'on a obtenu afin que d'autres services douaniers ou d'autres services puissent l'exploiter. Poussoir coupe-feu. Toutes les informations relevées par les pilotes sont communiquées au CIR, le Centre interrégional de renseignement, dont les fichiers recensent près de 20 000 bateaux sillonnant la zone. Sur ces 20 000 bateaux, 5 000 sont dits sensibles. Qu'appelons-nous bateaux sensibles? A priori, nous appelons, nous, bateaux sensibles, des navires qui seraient, d'une part, et ça serait le cas le plus favorable, Votre Pombanos. Attends, voilà. Good morning, sir. Going to St. Lucia. You don't speak French? No. Where are you coming from, please? Ansdale. Ansdale? How many days did you stay in Ansdale? I was in Port-de-France the day before. Have you something to declare for the French son? No, I don't have anything to declare. Okay. Wait. Okay, you will stay. We come on board to have some renseignements. Maintenant ou là, tu prends le... Immatriculé en Hollande, ce monocoque se rend à Sainte-Lucie, pays sensible. Il est donc connu des hommes du CIR, mais le contrôle ne relève rien de suspect. Le voilier peut continuer sa route. Donc catamaran, une douzaine de mètres environ, coque blanche. Il est français, annexe. Pourquoi sommes-nous ici? Avant d'arriver à ENA, nous avions perdu tout contrôle sur notre vie. Il nous était devenu impossible de vivre et d'aimer la vie comme tout le monde. Il nous fallait autre chose et nous pensions l'avoir trouvée dans la drogue. Pour nous, la drogue passait avant le bien-être de nos familles, de nos conjoints et de nos enfants. Il nous en fallait à tout prix. Nous avons fait un tort considérable à bien des gens, mais surtout à nous-mêmes. Par notre incapacité à assumer nos responsabilités, nous arrivions en fait à créer nos propres problèmes. Nous semblions incapables d'affronter la vie telle qu'elle est. La route du toxicomane abstinent est longue et semée d'embûches. Rien ne sert alors de vouloir embrasser d'un regard tout l'avenir. Un jour à la fois, c'est la devise des narcotiques anonymes, dont le programme en 12 étapes à forte dimension spirituelle sert de colonne vertébrale à tous ceux qui ont poussé la porte de promesses de vie. Déjà, on a fait de l'accueil, c'est important. Ce qui est important, c'est de savoir que quand ils passent la pente de l'association, tout de suite, ils trouvent une écoute, ils trouvent un accueil. On peut dire qu'ici, c'est un peu l'école de l'amour. Ce qu'on va essayer d'offrir, c'est une expérience vécue et un accueil par d'autres toxicomanes. Parce que cette association, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est l'exemple des toxicomanes qui ont réussi à s'en sortir, qui aident les nouveaux qui arrivent. Les quelques mètres carrés de l'association deviennent très vite, pour ceux qui le veulent vraiment, un lieu de ressourcement, à raison de 3 réunions par semaine ou à l'occasion des entretiens. Ici, on se retrouve, on se voit dans les mots et le regard de l'autre. C'est l'amour, c'est la fraternité, c'est des valeurs que beaucoup d'entre nous ont cherché. Ça fait un moment que j'essaye, ça fait un moment, depuis 10 ans que je fume du crack. Bon, ça fait 3 mois que je n'en fume pas, mais 3 mois, ce n'est pas une victoire. Mon but, c'est d'essayer d'arrêter définitivement. Mais pendant les 10 années, j'ai toujours voulu arrêter.
J'ai toujours voulu arrêter pendant les 10 ans, mais je ne pouvais pas arrêter. C'est quelque chose qui était plus fort que vous? Le crack était plus fort que moi. Bon, même si je restais 1 mois, 2 mois, 2 mois après, j'allais consommer, quoi. Je n'avais pas encore compris que j'avais créé une psychose autour de moi. C'est-à-dire, je pensais que, bon, peut-être matériellement, physiquement, je savais que je descendais. Mais je n'avais pas encore compris que mon entourage m'avait abandonné. Pour plusieurs raisons. Ils m'avaient abandonné, premièrement parce qu'ils avaient peur de moi. Ils m'avaient abandonné aussi parce qu'eux aussi, ils ont peur. Parce que lorsqu'on côtoie un toxicomane, même si... Je m'appelle Claudia, je suis à 39 ans, je suis venue de Saint-Domingue. Et alors? Pourquoi faire? Je suis venue de Saint-Domingue pour travailler ici à Martinique. Quel type de travail? Pour faire la prostitution. Pourquoi la prostitution? Pourquoi la prostitution? Parce que moi, quand je suis très jeune, je travaillais 11 ans à Saint-Domingue. Et à 11 ans, je gagnais 1000 francs pour moi. Je gagnais 1000 pesos pour moi. Ici, je peux gagner plus que ça. Et comme maintenant, je suis en 2500 francs. Je suis venue ici pour ça. Combien tu gagnes par mois? Ici, je ne peux pas te dire. Pour faire cesser le délit. De pelo largo por la cintura, unas caderas que me hicieron temblar. Y sin pensarlo, apuré mis pasos hasta su encuentro y su perfume me embriagó. Dije un piropo bien elegante para esa chica que simplemente sonrió. Ici, c'est difficile. Parce que depuis la maison, tout de suite, Como el ébano más puro, vamos a vestir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno y volar. La police qui a continué, il a demandé au madame papier. Il a demandé papier parfois. La police qui dit oh, bon merci. Oui, voilà madame. Mais l'autre qui dit allez, sortez ici. Tu as fait une gâte pays, on a fait piter dans le pays, sortir, entrer chez vous. Salope, piter. Il y a des gens qui ne sont pas gentils, ça fait normal, parfois on a pleurer. Pas de sortir encore. Au fond, ça a fait lui mal, ça. Puis c'est mon oncle qui était comme ça. C'était normal. Mais où est-ce que dans la vie, parce que c'est travail où? Comment il y a fait pour surmonter ça? Pour changer la vie, faire commerce. C'est ça qu'on a envie de faire? Oui. Qui ça? Là, où est retourné ce domaine, un de ces jours? On est retourné ce domaine, on est retourné Guyane. Et qui ça qu'on fait là? On a fait commerce, on a fait 4 commerçants pour vendre rad. Et vous faites un petit tac économie ici? Hein? Oui. Vous êtes parti Noël là? Non, pour Mars. Mars ou Kaïwaïchou? Je peux venir pour le 23, ici. Puis tu es triste? La vie. Misère parce que si... Vous ne ferez pas dire à Alain Vuillier qu'il a peur de la mort. La thanatopraxie lui a sans doute donné quelques armes pour affronter l'idée même de sa propre mort. Autrefois, j'étais un peu comme tout le monde, j'étais un peu une répulsion, mais enfin bon, peu à peu, en pratiquant les défunts, bon, on apprend quand même à avoir une autre vision. La thanatopraxie consiste à faire des soins de conservation sur un défunt, c'est-à-dire éviter la dégradation du corps. Donc on fait une injection de formol par une artère et on élimine par ponction tous les liquides et gaz qui peuvent décomposer le défunt.
Alain Vuillier est le seul thanatopracteur de la Martinique. Cela fait 7 ans qu'il pratique ce métier dans les morgues ou au domicile des familles. Depuis quelques mois, Marie-Christine travaille à ses côtés. Élève thanatopracteur, elle partira bientôt passer son diplôme en France. Elle est la seule femme thanatopracteur aux Antilles-Guyane. À 28 ans, la thanatopraxie est pour elle un acte de foi. J'ai été artisan bijoutier pendant 10 ans. C'était beau, mais il y a quelque chose qui me manquait. Alors bon, quand j'ai eu contact vraiment avec la mort, là j'ai dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'ai pris contact avec la morgue et puis je suis élève thanato maintenant. Pourquoi vous dites vous avez eu contact avec la mort? Dans quelles conditions? Quelles conditions? Mon père. Il est mort, mais je ne l'ai pas vu. Alors, ça a été un grand choc pour moi, pour toute la famille d'ailleurs. Et puis là, je me suis dit non, il faut que je m'habitue avec la mort, il faut que je côtoie la mort. Et puis c'est de là. Ce soir donc, nous vous avons concocté un petit cadeau. Comme on dit dans le jargon médiatique, il s'agit d'un best-of, c'est-à-dire d'une compilation des meilleurs moments de votre émission. De Colette, sans domicile fixe, que vous avez découverte au mois de septembre 1996 et qui depuis est repartie en France, à Karine, qui nous parle du rôle du père, en passant par Jean-Marc, qui pique un gros coup de gueule contre les fonctionnaires. On a beaucoup débattu, on a beaucoup discuté, quelquefois on s'est empoigné sur la place publique. Regardez. On ne fait pas d'anticipation. SDF, vous me répondez quoi? SDF. Sans domicile. Qu'est-ce que vous en pensez à Martinique? Je pense qu'il y a des gens qui veulent travailler, il y a des gens qui veulent se mettre dans peu de la rue pour mendier, quoi. Mais des fois, ces gens-là, ils sont mieux que moi. On fait un gros caïbaillot, et puis mettez tout à dedans, et puis foutre le travail encore, parce qu'il y a des gens qui font rien, qui mettent qu'à driver comme ça. Non, mais on y prend. Parce que la semaine dernière, j'ai rencontré un jeune comme ça. Il m'a dit qu'il n'a pas d'abri, il était sur la plante de se mouiller, il demandait des sous. Vraiment, je n'avais pas à lui offrir, mais ça m'a fait mal quand même. Moi, j'ai eu une vie assez compliquée parce que, disons, un matin comme ça, je me suis retrouvé chez Arlésia, j'avais 6 mois et voilà, quoi. J'ai porté ma croix jusqu'à maintenant et ce qui me fait vraiment réfléchir maintenant, c'est l'avenir, quoi. Parce que maintenant, à 50 ans, pour retrouver un travail, pour retrouver ceci, pour retrouver cela, c'est différent. Colette, quand on est une femme, et c'est vrai que quand on se balade à Fort-de-France en particulier, on ne voit pas beaucoup de femmes. Quand on est une femme, comment on vit dans la rue? On vit très mal. On vit très mal parce que je me suis fait agresser 3 fois la française avant de connaître ma monnaie. Et je suis tombée sur 4 connards. Moi, j'appelle ça comme ça, excuse-moi. 4 connards qui m'ont violée. On ne fait pas d'anticipation. Quand j'entends la petite sœur parler d'envisager, ne serait-ce qu'envisager le divorce, je suis effrayé. Mais elle s'est quand même investie dans son mariage, elle a le droit de se marier comme ça. Non, mais écoutez-moi, mais précisément, le mariage chrétien, c'est une sorte de garantie, précisément. Non, mais il y a comme une forme de clairvoyance dans ce qu'elle dit. Ok, il y a plein de DJ qui fument de l'herbe. Non, c'est pas des DJ, parce que je vais vous dire, il y a la pub de Metal Sound à côté de l'article. Il y a plein de gens qui ne fument pas. Il y a plein de lycéens, plein d'étudiants qui aiment le raga, même les gens qu'on a interrogés dans la rue qui ne fument pas. Moi, je pense que c'est mettre tout le monde dans le même sac. Parce que moi, je suis dans le milieu musical et je me suis déjà retrouvé avec des zoukeurs qui viennent avec de la cocaïne pour me proposer. Tout à fait. Alors, dire que c'est... Moi, je pense que c'est un faux débat, quoi. Dire que c'est le raga qui fait les gens se droguer, non. Vous allez voir un psychologue... La réflexion de Barbara, c'était que la violence et la drogue vous collent quand même un petit peu à la fois. C'est pas notre faute s'il y a une jeunesse qui est malade. Donc, nous, on essaie d'être des modèles. Pas des modèles, mais leur dire... De bout en l'air ça, de bout en l'air ça. De bout en l'air coq là, on parle de ça. Il nous parle de ragamuffin avec la drogue. Moi j'ai déjà vu des zoukers venir me demander un spliff, ouais. Ah bah tout à fait. Des zoukers bien connus, ouais. Amiral, vous fumez, vous? Moi non, je fume pas. Et ça, même si je fumais, ça c'est pas... Même si je fumais, ouais, ça c'est pas votre problème. Pourquoi vous habillez pas comme les Africains avec les boubous, puisqu'on parle de retour à l'Afrique?
Non, ça c'est un style parmi tant d'autres. Moi j'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça. Est-ce qu'on a le sentiment qu'on a enfin trouvé l'âme sœur, la moitié, celle qu'on a cherchée toute sa vie ou bien qu'on... non? Complètement. Et ce qui est paradoxal, c'est que moi, mon premier coup de foudre, je l'ai vécu adolescente, à 17 ans et demi, et cette personne, je la connaissais. Non, il faut dramatiser. Non, il faut dramatiser. Il faut arrêter ça. Ça n'est pas sérieux de voir se dérouler des grèves de manière aussi violente sur la place publique, prenant en otage, et Daniel ne voulait pas le prononcer, mais je le dis carrément, prenant en otage tout l'environnement économique. Je crois que ça n'est l'intérêt de personne, cette affaire-là. Ça excite tout le monde, l'usager se trouve mal. Alors, on me dira que c'est pour faire connaître le conflit. J'ai entendu à vos différentes réactions quelqu'un qui disait « Oui, mais comment faire savoir que nous existons ?» Alors, comment faire savoir que nous existons? Il faut bloquer, barrer et verser dans la violence. Je dis non. Ce qu'il dit là, il est payé pour le dire, c'est-à-dire que c'est sa fonction de le dire là. Mais plus aucun patron ne peut dire ça. Ici, dès lors qu'on sait, on se rappelle, que lorsque ils estimaient que leurs intérêts essentiels étaient en jeu, ils sont allés jusqu'à bloquer l'aéroport et pendant une semaine entière. Est-ce que vous avez déjà pensé, les uns et les autres, à la mort de l'autre? Bon, moi, c'est simple, je ne vais pas rester plus longtemps sur le terme. La question, c'était l'homosexualité se réduit-elle à une question de sexualité? Non, pas du tout. Par exemple, moi, je vis avec un garçon depuis longtemps. Je crois que nous nous aimons beaucoup. Le psychologue qui est là voit, lui, tous les avatars. Il voit les hétérosexuels et il voit les homosexuels. En somme, il voit les ratés du système hétérosexuel et il voit bien sûr les ratés du système homosexuel parce que ce système ne peut pas être réussi tant qu'il est dans la honte. Est-ce que les 40% se constituent un privilège? Et c'est souvent entendu et souvent les gouvernements tentent de revenir sur ça et ils y arrivent. Mais oui, c'est un privilège. Moi, j'ai pas 40%, je travaille tous les jours. Je travaille 18 heures par jour, j'ai pas 40%. La vie est chère pour moi aussi. Vous êtes pas d'émancipation. J'aimerais qu'il me regarde pour me dire que je suis un assassin. J'aimerais que vous me dites là en face de moi que je suis un assassin parce que je suis un service d'IVG. Monsieur, je suis ravi que vous me posiez la question. Je pense que vous n'arriverez pas à convaincre aujourd'hui les gens qui nous regardent, les Martiniquais, que moi, Charles Cris, je suis un assassin. Vous n'y arriverez pas. Essayez voir, vous n'y arriverez pas. Bon, je vais vous le dire. L'avortement est un crime. L'avortement est un meurtre. Il s'agit, vous-même vous l'avez dit, il s'agit d'un enfant. Donc, il s'agit d'un être humain. Lorsque vous tuez un être humain qui est innocent, vous faites un crime. On dit on fait pas d'anticipation. Et ça veut dire quoi quand on dit 32 000 pères qui se sont mariés? Ça veut dire que avant qu'ils se marient, ils ont bien connu la femme. Donc pendant 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont fréquenté cette femme, quoi, clandestinement. Donc c'est un mal effroyable que fait la loi du célibat ecclésiastique. On dit on fait pas d'anticipation. Ils sont maintenant, c'est développé. Ils sont maintenant, regardez la Je crois que c'est un bon enjeu. On n'a pas parlé du sida, mais là, j'allais le dire. Barbara Jean-Élie a lu pour nous l'article consacré au président de la région. Les anti-indépendantistes grinceront des dents. Ils verront dans l'entretien de Paris Match un signal négatif lancé à l'attention des Français de France. Pour le leader du MIM, les suffrages qui se sont portés sur son nom lors des dernières élections sont tous des votes pour l'indépendance. Alfred Marie-Jeanne reprend son thème récurrent du désencaillage de la Martinique. Le statut départemental est obsolète, la liberté est inachevée et son combat est de parfaire cette liberté en coopération avec la France. L'objectif est d'y arriver le plus rapidement possible. Et Alfred Marie-Jeanne prévient, sentencieux, si des changements rapides ne sont pas apportés, cela risque d'exploser. Être indépendant, ajoute le président du conseil régional, c'est exister aux yeux du monde. Or, aujourd'hui, nous n'existons pas. Alfred Marie-Jeanne préconise une coopération avec la France. À défaut, d'autres pays pourraient se substituer à ce pourvoyeur de transferts sociaux. Transferts sociaux qui, pour l'heure d'ailleurs, contribuent essentiellement à renforcer l'assistanat et l'import. Autre thème fort de cet entretien, la Caraïbe. La Martinique doit prendre toute sa place dans le bassin caribéen et commercer avec ses voisins immédiats. Que ces derniers produisent les mêmes choses que nous ne constitue pas un frein à la coopération.
Michel Tauriac, l'intervieweur, auteur de La fille de couleur, ne pouvait éluder la question de la place des béquets dans une Martinique indépendante. Pour le député du Sud, ces béquets ne font pas suffisamment pour développer le pays, alors qu'ils ont eu tous les leviers en main. Au passage, on retiendra le coup de griffe de Chabin à Lucène Michaud-Chevry, la présidente du conseil régional de la Guadeloupe, qualifiée de négresse blonde au service du colonialisme. Enfin, allusion rapide au leader charismatique du PPM, le temps de Césaire est politiquement passé et une nouvelle ère s'ouvre pour le leader indépendantiste Alfred Marie-Jeanne, celle du changement. Monsieur Petit, on va préciser que vous êtes député APA du Nord-Caraïbe, que vous êtes aussi maire du Morne-Rouge et vice-président du conseil régional et par ailleurs président de la commission développement économique de la région depuis 6 mois environ. Quand Alfred Marie-Jeanne dit dans cet article accordé ou cet entretien accordé à Paris Match qu'à défaut d'un changement rapide, il y aurait une explosion à la Martinique, vous pensez quoi? Oui, moi je dis qu'il dit une chose que tout le monde dit depuis 20 ans. On dit tout le temps que nous vivons sur une poudrière et que si vraiment il n'y a pas de changement, il y aura une explosion. Parce que finalement, cette urgence que vous voulez nous montrer ou nous démontrer n'est pas le résultat finalement d'un échec de votre génération d'hommes politiques qui depuis 50 ans n'a pas réussi à faire évoluer les choses justement. Mais si nous avons un leader fondamental qui est allé même très loin et qui est resté au milieu du gué. La droite est au pouvoir quand même assez longtemps. Au milieu du gué, mais non, mais ceux qui ils sont au milieu du gué. Mais moi particulièrement, je dois dire que étant député, j'ai vu l'inanition, j'ai vu la vanité de mon métier de député. Un débat fleuve aussi au cours duquel tous les élus d'outre-mer, ils étaient 22, ont pu s'exprimer. Un débat pour 2 objets, d'abord le budget d'outre-mer et ensuite la question institutionnelle. S'agissant du budget d'abord, il faut savoir qu'il est en augmentation de 7% pour 99, qu'il s'établit à 5 594 millions de francs. Certains, comme Anissé Turiné, ont voulu relativiser cette hausse du budget en mettant en lumière notamment certaines diminutions de crédits, par exemple en matière de contrats d'accès à l'emploi ou encore de primes à la création d'emplois. Presque une ambiance de carnaval pour ce défilé du 1er mai dans les rues de Fort-de-France. Près de 1500 manifestants qui, sous un soleil de plomb, ont rallié la maison des syndicats, la maison des syndicats, en passant par Terre Saint-Ville. Je suis déjà habituée avec le soleil, je vais travailler dans l'agriculture. C'est important pour vous de défiler aujourd'hui? Ah oui, c'est important. Parce que c'est ce jour pour revendiquer quelque chose aussi. Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui? La mensualisation qu'on demande, ça fait quelque temps, mais ils ne nous ont pas redonné. Il y avait aussi les municipaux, les dockers, les travailleurs du commerce, sans oublier les enseignants. Dans l'enseignement spécifiquement, je crois que à la lumière du combat mené par les personnels en métropole, en Seine-Saint-Denis et en Guadeloupe, nous devons également emboîter le pas et montrer qu'ici en Martinique, nous vivons les mêmes difficultés. Non au licenciement, oui aux embauches. Non au licenciement, oui aux embauches. Au-delà de la défense des intérêts catégoriels, il s'agissait aussi pour les manifestants de réaffirmer leurs priorités. Le sens de ce 1er mai pour nous en tout cas, c'est d'abord la lutte. La lutte et la résistance en exigeant l'éradication du chômage à la Martinique. C'est-à-dire que nous disons non au licenciement, nous disons non à la précarité, nous exigeons des mesures à la fois spécifiques et aussi dans la direction des jeunes pour régler le problème du chômage à la Martinique. Parce qu'il n'est pas possible, au jour, à la veille de la commémoration de la libération, de la lutte de la libération des esclaves, que nous soyons encore dans cette situation à la Martinique. Et pour rappeler que les premières victimes du chômage sont des femmes, en bout de défilé ce matin, on entendait ceci. Femmes, levez, femmes, debout, assez exploitées femmes, assez méprisées femmes, femmes. Les hommes prient en communion, presque en silence. Ils lisent le Coran dans le respect des traditions musulmanes. Les femmes discutent, tandis que d'autres regardent tout simplement le match Belgique-Pays-Bas à l'étage. Ce 13 juin est une date symbolique. Elle marque le retour du Tchèque Amadou Bamba dans son pays, le Sénégal, en 1921, après un exil forcé de 26 ans au Gabon. Un exil pour trouble à l'ordre public colonial. C'est un souvenir qui est important pour nous. Au point de vue religieux, on ne parle pas du point de vue politique et religieux, on ne peut pas parler. C'est un gars qui défendait sa religion
Donc ça, le fait de le déporter pour ça, ça symbolise quelque chose pour nous. Une sorte de résistance, une sorte de se cramponner dans ta religion, quoi qu'il soit. Ce sont les Sénégalais qui ont lancé l'invitation du jour, mais ici il n'y a pas que des musulmans d'origine africaine. Je suis martiniquais, je me suis converti à l'islam depuis 90 et depuis ça va. Là je me suis retrouvé. Et parce qu'ils peuvent exercer librement leur religion en terre française laïque, les musulmans de Martinique ne parleront pas de politique, même si le message de Cheikh Amadou Bamba est aussi politique. Plus de 600 bénévoles se sont relayés toute la journée dans les supermarchés pour assurer cette collecte en faveur des pauvres. Balance, crayon et calculatrice en main. Apparemment, sur la tranche horaire de 13h à 14h, nous avons fait 184 kilos. Et donc avec un cumul de 300 kilos, donc ça nous fait 481 kilos à peu près, de tranche horaire, de midi à 14h. Le 29 novembre 1997, pour sa première collecte, la Banque alimentaire de la Martinique avait recueilli 21 tonnes de produits. Cette année, à la mi-journée, les caddies des bénévoles étaient déjà bien remplis. Depuis ce matin, ça s'est bien passé. On a quand même pu récolter déjà plus de 800 kilos d'aliments pour les plus démunis. Et bon, là, c'est un petit peu le coup puisque bon, les gens font la pause. Mais sinon, ça va, ça a été, c'est bien passé. Beaucoup de légumes secs, du riz, de la lentille, des haricots rouges, également des jus de fruits, des petits pots bébés, de l'huile également, du sel, du sucre, et puis quelques produits d'entretien, donc de l'eau de javel, des produits également pour faire la vaisselle, et puis du savon, des couches pour bébé, des serviettes hygiéniques également, un peu de tout. Pour certaines clientes, les traditionnelles courses du samedi matin furent l'occasion d'une bonne action. C'est aujourd'hui qu'on collecte et qu'il y a des gens qui meurent de faim et c'est sympa de donner. C'est une manière de pouvoir aider les autres. Il faut aider ces gens-là, hein, c'est pas de leur faute s'ils tombent dans ces problèmes-là. On a du mal à croire qu'il existe une réelle pauvreté à la Martinique, non? Les gens s'entraident, la famille aide ceux les plus démunis. Vous savez, ce problème est mondial, alors la Martinique est concernée, je pense. Qu'est-ce que vous avez donné? De la confiture, du sucre et des légumes secs. Pourquoi vous faites ce geste-là? Parce qu'il faut le faire. Les produits récoltés seront stockés à la Banque alimentaire de la Martinique, située à la Lézarde. Ils seront mis à la disposition de toutes les associations qui soutiennent les plus démunis, ceux qui ne vont jamais dans les supermarchés. Bonsoir à tous et bienvenue dans Business, le magazine de l'économie de la Martinique. Direction sans plus tarder la savane, où les snacks ambulants prennent place la nuit et le week-end notamment. Ils contribuent ainsi à l'animation de Fort-de-France. Théoriquement, ils devraient payer 400 francs par semaine ou 1600 francs par mois à la mairie pour l'emplacement qu'ils occupent. Théoriquement parce que dans les faits, ils ne payent pas cette taxe. Qu'à cela ne tienne, le business fonctionne tout de même. Les marchands de la savane, c'est le Business Mag signé Arlette Paquette. « 19h, ici au parking du carénage, les snacks ambulants terminent leur installation. Les taxis du Lamentin qui utilisent... » Le Business Mag est signé Arlette Paquette. Notre businessman s'appelle ce soir Jacques Lézérovici, il est responsable commercial du groupe Accor pour les Antilles. Accor en partenariat avec l'EDTM, la CCIM, le groupe Caribéa et quelques hôtels de la petite hôtellerie de charme de la Martinique a mené une opération de séduction en direction, tenez-vous bien, des Russes et des Baltes. Et oui, les pays baltes, parmi lesquels la Lettonie. Résultat de cette opération, cette semaine, un groupe de Lettons et de Russes était à la Martinique pour un séjour de familiarisation. Mais pourquoi avoir choisi les Baltes? La Lettonie, pourquoi? C'est un nouveau marché que nous avons détecté et nous sommes allés en délégation avec l'Office du tourisme et la Chambre de commerce pour faire la promotion de la Martinique là-bas. Donc ce sont des gens qui voyagent aujourd'hui, qui fréquentent Cuba et Saint-Domingue et donc pourquoi pas la Martinique, et on a choisi de faire la promotion pour essayer de les attirer sur notre marché à nous. C'est des gens qui ont un pouvoir d'achat important
donc il y a une catégorie de clientèle, de leur clientèle naturellement, qui voyagent. Ce sont naturellement les personnes riches du pays. Et ces gens-là ont un pouvoir d'achat qui est très fort. Donc ils veulent de nouvelles destinations, surtout pour ne pas rencontrer tous les Russes qu'il y a à Cuba, ça ne les intéresse plus aujourd'hui, et donc ils auraient choisi d'autres destinations, style la Martinique. Donc on a fait cette promotion-là, dans ce cadre, et de les attirer chez nous. Une petite précision, cette opération de charme aura coûté 380 000 francs à tous ses partenaires, 380 000 francs quand la participation à un salon coûte environ 400 000 francs. Mais question importante et pratique maintenant, comment ces clients, ces touristes vont-ils arriver jusqu'à nous ? Alors, nous avons des problèmes, oui, il y a des problèmes de ligne aérienne, bien sûr, c'est pas facile, parce qu'il faut réunir donc les gens de Lettonie, Lituanie, d'Estonie, pour les réunir à Paris et les faire partir sur les vols réguliers des compagnies aériennes françaises. Ensuite, il y a les gens de Saint-Pétersbourg et Moscou. De la même façon, il faut les réunir aussi à Paris. Donc au départ, on n'a pas eu beaucoup de possibilités par rapport à avoir des blocs sièges sur les compagnies aériennes. Bon, maintenant, on commence un petit peu à régulariser tout ça, on commence à avoir des accords, donc ça commence un petit peu à se formater. Et on va pouvoir les faire venir donc, sur des périodes dites ou d'avoir des places libres sur les avions. Quelles sont les retombées à attendre à court terme pour la Martinique? Il y a un retour immédiat donc, pour décembre et début janvier. On sait que notre partie début janvier, du 2 janvier au 8, il y a une période creuse pour nous, pour tous les hôteliers d'ailleurs, et on va essayer de remplir déjà cette première partie-là, mais c'est dans l'immédiat, parce qu'il y a une retombée immédiate par rapport à notre démarche. Et ensuite, par rapport à cela, on va essayer de détecter les périodes encore creuses, sur février-mars, où on peut encore remplir nos hôtels et la destination, et ensuite de trouver des accords avec les tours opérateurs pour régulariser un petit peu le flux de cette clientèle qui est ce nouveau marché d'ailleurs. En janvier, 150 Lettons devraient être à la Martinique pour un séjour d'une semaine qui devrait coûter entre 10 000 et 12 000 francs, hôtels et avions compris. Il faut souligner l'exemplarité de la démarche. Les indices tout de suite qui nous ramènent au tourisme des pays baltes. Quelques chiffres donc. En 1995, les îles Caraïbes sont proposées pour la première fois aux ressortissants de l'ex-URSS. Cuba reçoit 8 600 visiteurs, dont 39% en séjour touristique. Saint-Domingue, 3 420, dont 85% en touristique. En 1997, 2 ans plus tard, Cuba accueille 10 400 visiteurs, dont 40% en touristique. Saint-Domingue, 4 200, dont 85% en séjour touristique. Dernier chiffre, en 1997, 13,5% de la population balte a voyagé à l'étranger, soit 206 000 Estoniens, 410 000 Lettons et 457 000 Lituaniens. Voilà, c'est fini pour Business ce soir. On se retrouve mardi prochain, même heure, même antenne. Nous parlerons des portables avec Arlette Paquette. En attendant, passez une excellente semaine avec ATV. Bonsoir et merci de votre fidélité. Comme chaque année, ATV vous propose de faire un petit tour, un détour dans l'histoire immédiate, c'est-à-dire les 365 jours qui viennent de s'écouler. Nous aurons probablement oublié des faits qui ont retenu votre attention, mais c'est vrai que ça n'est pas facile de résumer en minutes les jours, les mois. Qu'à cela ne tienne, nous avons découpé, si j'ose dire, l'information en grandes rubriques: politique, économie, sociale, société, faits divers, culture, sport ou encore musique. 98 en 90 minutes, c'est parti et on commence avec la politique. Le fait le plus marquant de cette année aura probablement été l'élection d'Alfred Marie-Jeanne à la tête du conseil régional après les élections de mars. Mais il y a eu d'autres événements politiques, comme nous le rappelle Patrick Chenou. Fait marquant de l'année 98, les élections régionales. L'année s'achève avec une actualité sociale particulièrement chargée. La grève de la banane qui dure depuis plus de 4 semaines, le port qui est bloqué, de nombreuses manifestations. Mais 365 jours plus tôt, la banane faisait déjà parler d'elle, regardez. « 7 janvier 98, fin de la grève des ouvriers agricoles du CIRAD. Un accord a été trouvé. Les sanctions prises à l'encontre de 2 ouvriers ont été levées. Le monde de la santé a mal et le fait savoir. Le 20 janvier, en masse, les salariés du secteur descendent dans la rue pour exiger des moyens supplémentaires. Barrage à l'entrée de la MENA et manifestation au Marais, où les agents du tout nouvel hôpital déplorent que leur établissement soit une coquille vide sans moyens.
budget matériel et personnel. Budget en bêtise. Opération escargot des éleveurs le 11 février pour que l'État verse les sommes dues à la profession. 4 millions de francs devront être débloqués. Et le port toujours paralysé après le Codema la veille. Ce sont les employés de la CGM en grève depuis le 7 février qui bloquent l'activité du port pour réclamer l'embauche définitive de journaliers, une prime générale et le départ à la retraite dès 53 ans. 30 mars, énième épisode de feuilleton qui traîne en longueur et qui ne fait plus rire. Après la Sétuf et les bus rouges la veille, les bus verts du Jet mènent une opération escargot jusqu'à Sainte-Thérèse pour protester contre l'interdiction de circuler qui leur est faite sous peine de voir les bus immobilisés. Du rififi chez le liquidateur judiciaire Michel Bess, les éleveurs de la Coprolam font irruption dans ses bureaux pour avoir une explication claire sur la cession des actifs de la SCA Fermier des Antilles à la SCI Vapeur. La Coprolam, qui s'était portée acquéreur de la SCA Fermier des Antilles à meilleur prix que son concurrent, a été exclu. Pourquoi ? Demandent les éleveurs. Nous avons été évincés au profit d'une société fantôme qui n'existe nulle part. C'est-à-dire que nous étions à 1 280 000 qui sont passés juste là-bas à 20 000 francs de plus. Ce problème-là ne restera pas là parce qu'il y a trop de faits similaires dans ce pays où les Martiniquais sont évincés au profit de d'autres. Nous ne savons pas pour quelle raison. 16 avril 98, pour la première fois en 25 ans, les salariés de France Antilles se mettent en grève. Dans les librairies, pas la moindre trace des 34 000 exemplaires de l'unique quotidien de l'île. Les grévistes réclament l'unité économique et sociale de tous les établissements du groupe. 27 mai, les parents et les élèves du lycée Montgéral du Marais manifestent contre les problèmes de sécurité dans leur établissement. Ils s'entretiennent avec les responsables de la région. 6 juin, plusieurs syndicats appellent à une marche pour l'emploi. 8 juin, on remet ça après 6 mois de grève. Le conflit de l'habitation Prutte du François prend une nouvelle tournure. Depuis le 5 juin, les conteneurs de bananes ne sont pas chargés. Les producteurs crient au sabotage. Cette escalade est réellement inacceptable. Toujours en juin, la société Roger Albert est agitée par un conflit entre la CDMT et les patrons. Les salariés sont inquiets. L'UFAP, l'Union des fédérations autonomes pénitentiaires, mobilise ses troupes plusieurs fois cette année, le plus souvent pour réclamer d'autres moyens et des effectifs supplémentaires. Le budget, nous le voyons par rapport au nombre d'emplois qui est proposé. Il y a 388 emplois proposés pour 183 prisons. Et c'est là que nous contestons. 388 emplois, là-dedans, il faudrait départager selon les répartitions. Il y a à peine, pour du COS, il ne faut rien compter. Les professions libérales, les travailleurs indépendants, 50 organisations en tout, main dans la main le 19 octobre 98 pour dire leur ras-le-bol. Ils sont accablés par la fiscalité et les charges sociales. Grosse mobilisation pour gros embouteillages et grosses perturbations. Agriculteurs, médecins, avocats, transporteurs, etc. Il y a simplement une appréciation de la situation de la Martinique et à ce titre-là, l'analyse que nous avons faite nous a amené à descendre dans la rue aujourd'hui. Dernière chanson, c'est à nous monter aujourd'hui pour nous parler babouga, pour nous dire qui c'est qui a fait parce que nous bousons travail. Ils sont plus de 5000 dans la rue ce 22 octobre 1998. Tous convergent vers leur rectorat. Comme leurs collègues de l'Hexagone, les lycéens martiniquais en ont tassé des problèmes de matériel, des problèmes de classe surchargée. La mobilisation s'étire sur les jours comme sur la route. La jeunesse dit sa colère. À l'heure actuelle, on n'a aucune réponse. On n'a que dalle. 5 jours plus tard, ce sont les étudiants du campus de Schellcher qui font entendre leur voix. Et c'est toujours la question des moyens qui cristallise leur mécontentement. Une grève qui fait mal, celle du club méditerranéen à Sainte-Anne. Entre grévistes et direction, c'est le dialogue de sourds. L'intersyndicale réclame 7% d'augmentation de salaire. La direction répond 3%. Les grévistes campent à l'entrée du club. Les forces de l'ordre sont appelées à la rescousse pour évacuer les touristes. Échange de gaz lacrymogène et de pierres. 4 blessés légers sont à déplorer. Les 370 gentils membres ont la peur de leur vie. Le conflit fait même l'objet de reportages sur TF1. Après une fermeture de l'hôtel, les gentils membres reviennent le 4 décembre. Autre conflit, celui de la direction départementale du travail. Les salariés déplorent des problèmes d'organisation et de communication. Dans leur collimateur, Jacques Bertol, le directeur du travail. La ministre Martine Aubry suspend M. Bertol. Un comité de soutien et contre le renvoi du directeur du travail se met en place. Il comprend les syndicats, dont ceux qui sont en grève à la DDTE.
Mais cette fin d'année 98 nous réservait une surprise, la grève de la banane, exemple parmi d'autres de l'incompréhension et du dialogue de sourds entre salariés et patrons. Depuis le 9 novembre, les deux parties sont bloquées sur la question d'augmentation de salaire, de primes de fin d'année, d'ancienneté, de fête martiniquaise. Le port est bloqué par les ouvriers. Les planteurs occupent la région et RFO, les commerçants tirent la langue et manifestent dans Fort-de-France. Le port est finalement débloqué le 21 décembre, mais pour peu de temps, les négociations qui reprennent à la préfecture n'avancent pas. 98 en 90 minutes, ça continue avec quelques réactions. 98 vues par en quelques phrases, arrêt sur image. Bah, ça va pas dans le mode aussi. Il y a eu les événements qui sont passés dans le sud-américain là, et les pays sud-américains, les catastrophes naturelles qui a fait beaucoup de dégâts. Et dans votre vie, comment ça s'est passé 98? Pas trop, on peut pas dire que ça a été comme les autres années, mais je pense que ça ira parce que... Les événements qui m'ont le plus marqué, l'indépendantiste à la tête de la région Martinique, Alfred Marie-Jeanne, les grèves à répétition, et puis ce climat de morosité qui prévaut. Voilà, 98 en 90 minutes, c'est fini. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette année. Si vite passé, tous mes vœux de bonheur pour la nouvelle année et à bientôt. L'inquiétude des 33 employés de Maureen au Marin. Ils redoutent la fermeture de la société de location de bateaux. La direction locale tente de les apaiser. Et de 4, le lycée professionnel Batelière, une nouvelle fois cambriolé. C'est le 4e vol en 3 mois. Les ordinateurs tout neufs ont été emportés. La piste d'une complicité interne n'est pas exclue. Ils étaient presque des enfants quand ils ont tué. Le procès de 3 adolescents s'est ouvert à Pavilly. L'an passé, ils ont tué une épicière. Ils avaient moins de 15 ans. Un nouveau géant de la finance vient de naître, SG Paribas, du mariage entre la Société Générale et Paribas. Le nouveau groupe bancaire pèse 100 milliards de francs. Il est le premier de France. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi ATV pour notre page d'information locale, nationale et internationale. Ils avaient 13, 14 et 15 ans, 3 jeunes adolescents, probablement pas nés tueurs, mais qui le sont devenus l'année passée en assassinant une épicière de Pavilly, c'est près de Rouen. Leur procès s'est ouvert ce matin, huis clos. Le reportage de Lise Romboudoul. Le carnaval nous ferait presque oublier qu'aujourd'hui c'est le 14 février, jour des amoureux et du premier d'entre eux, Valentin. La tradition a été respectée et le business a fonctionné. On retrouve Claude Aguin. Vous êtes donc tibétain, vous êtes moine bouddhiste et vous êtes installé en France depuis 1975. Le bouddhisme repose sur la méditation et sur l'éveil. Qu'est-ce que ça signifie l'éveil? Actually, l'éveil is meaning is clear of mind. La société Shell condamnée à payer 1 179 000 francs à Rudy Rémion, le gérant de la station de Sainte-Thérèse. Le tribunal a admis que le contrat passé entre les deux parties était pour 3 années à compter d'octobre 1996. Le reportage de Patrick Jean-Pierre. L'enquête sur le Crédit martiniquais se poursuit. Laurent Fabre a été entendu dans les locaux du SRPJ ce matin. Dans le cadre de cette enquête, donc, il a été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux. Il est reparti libre des locaux du SRPJ à Didier. Les auditions donc se poursuivent dans cette affaire du Martiniquais. Cannabis, cocaïne, crack, 3C qui aujourd'hui se conjuguent avec toxicomanie et délinquance. Sur les 527 détenus de la prison du COS, 116 le sont pour infraction à la législation des stupéfiants. La Martinique est un marché et une plaque tournante. Toutes les informations relevées par les pilotes sont communiquées au CIR, le Centre interrégional de renseignement, dont les fichiers recensent près de 20 000 bateaux sillonnant la zone. Sur ces 20 000 bateaux, 5 000 sont dissensibles. Ici, on se retrouve, on se voit dans les mots et le regard de l'autre.
c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est des valeurs que beaucoup d'entre nous ont cherché. Ça fait un moment que j'essaye, ça fait un moment, depuis 10 ans que je fume du crack. Bon, ça fait 3 mois que je n'en fume pas, mais 3 mois, ce n'est pas une victoire. Mon but, c'est d'essayer d'arrêter définitivement. Quand on est une femme, et c'est vrai que quand on se balade à Fort-de-France en particulier, on ne voit pas beaucoup de femmes. Quand on est une femme, comment on vit dans la rue? On vit très mal. On vit très mal parce que je me suis fait agresser 3 fois la française avant de connaître ma monnaie. Et je suis tombée sur 4 connards. Moi j'appelle ça comme ça, excuse-moi. 4 connards qui m'ont violée. Moi j'ai déjà vu des zoukers venir me demander un spliff, ouais. Ah bah, et des zoukers bien connus, ouais. Amiral, vous fumez, vous? Mais moi non, je fume pas. Et ça, même si je fumais, ça c'est pas... Même si je fumais, ouais, ça c'est pas votre problème. Pourquoi vous n'habillez pas comme les Africains avec les boubous, puisqu'on parle de retour à l'Afrique? Non, ça c'est un style parmi tant d'autres. Moi j'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça. Est-ce qu'on a le sentiment qu'on a enfin trouvé l'âme sœur, la moitié? Celle qu'on a cherchée toute sa vie ou bien qu'on... non? Complètement. Et ce qui est paradoxal, c'est que moi, mon premier coup de foudre, je l'ai vécu adolescente. Prenons en otage tout l'environnement économique. Je crois que ça n'est l'intérêt de personne, cette affaire-là. Est-ce que vous avez déjà pensé, les uns et les autres, à la mort de l'autre? Bon, moi, c'est simple, je ne vais pas rester plus longtemps sur le terrain. Vous n'avez pas d'anticipation? Vous n'arriverez pas à convaincre aujourd'hui les gens qui nous regardent, les Martiniquais, que moi, Charles Cuisse, je suis un assassin. Vous n'y arriverez pas. Essayez voir, vous n'y arriverez pas. Bon, je vais vous le dire. L'avortement est un crime. L'avortement est un meurtre. Il s'agit, vous-même vous l'avez dit, il s'agit d'un enfant. Donc, il s'agit d'un être humain. Lorsque vous tuez un être humain qui est innocent, vous faites un crime. Là, vous allez le dire. Les anti-indépendantistes grinceront des dents. Ils verront dans l'entretien de Paris Match un signal négatif lancé à l'attention des Français de France. Pour le leader du MIM, les suffrages qui se sont portés sur son nom lors des dernières élections sont tous des votes pour l'indépendance. Alfred Marie-Jeanne reprend son thème récurrent du désencaillage de la Martinique. Le statut départemental est obsolète, la liberté est inachevée et son combat est de parfaire cette liberté en coopération avec la France. L'objectif est d'y arriver le plus rapidement possible. Et Alfred Marie-Jeanne prévient, sentencieux, si des changements rapides ne sont pas apportés, cela risque d'exploser. Être indépendant, ajoute le président du conseil régional, c'est exister aux yeux du monde. Or, aujourd'hui, nous n'existons pas. Alfred Marie-Jeanne préconise une coopération avec la France. À défaut, d'autres pays pourraient se substituer à ce pourvoyeur de transferts sociaux. Transferts sociaux qui, pour l'heure d'ailleurs, contribuent essentiellement à renforcer l'assistanat et l'import. Autre thème fort de cet entretien, la Caraïbe. La Martinique doit prendre toute sa place dans le bassin caribéen et commercer avec ses voisins immédiats. Que ces derniers produisent les mêmes choses que nous ne constitue pas un frein à la coopération. Michel Tauriac, l'intervieweur, auteur de La fille de couleur, ne pouvait éluder la question de la place des béquets dans une Martinique indépendante. Pour le député du Sud, ces béquets ne font pas suffisamment pour développer le pays, alors qu'ils ont eu tous les leviers en main. Au passage, on retiendra le coup de griffe de Chabin à Lucène Michaud-Chevry, la présidente du conseil régional de la Guadeloupe, qualifiée de négresse blonde au service du colonialisme. Enfin, allusion rapide au leader charismatique du PPM. Le temps de Césaire est politiquement passé et une nouvelle ère s'ouvre pour le leader indépendantiste Alfred Marie-Jeanne, celle du changement. Que finalement, cette urgence que vous voulez nous montrer ou nous démontrer n'est pas le résultat finalement d'un échec de votre génération d'hommes politiques qui, depuis 50 ans, n'a pas réussi à faire évoluer les choses, justement. Mais si nous avons un leader fondamental qui est allé même très loin et qui est resté au milieu du gué. La droite est au pouvoir quand même assez longtemps. Au milieu du gué, mais non, mais ceux qui ils sont au milieu du gué. Bonsoir à tous et bienvenue dans Business, le magazine de l'économie de la Martinique. Direction sans plus tarder la savane, où les snacks ambulants prennent place la nuit et le week-end notamment. Ils contribuent ainsi à l'animation de Fort-de-France. Voilà, c'est fini pour Business ce soir. On se retrouve mardi prochain, même heure, même antenne. Nous parlerons des portables avec Arlette Paquette. En attendant, passez une excellente semaine avec ATV.